Le micro est obligatoire, sinon je me fais fouetter. Et pourtant, vous n'êtes pas loin. Le sujet de ce matin est, à mon avis, le sujet le plus compliqué à aborder pour que les gens puissent comprendre, puissent s'y retrouver. Quand on a mis le titre de la conf de ce matin, j'étais pas forcément très à l'aise. Réussir à parler de nouvelles techniques et de nouvelles tendances sur le marché du B2B dans le domaine commercial. Il y a beaucoup de gens qui font des confs, il y a plein de vidéos YouTube sur je suis la star du commerce B2B. Il y a beaucoup de faux, il y a très peu de vrais. Et il y a surtout un gros sujet, c'est qu'on se retrouve avec une différence de maturité sur la thématique commerciale qui est juste hallucinante. Ce que je vais essayer d'aborder ce matin, c'est au fur et à mesure d'essayer de vous expliquer ce qui fait que le commerce, c'est une fonction, à mon avis, essentielle. Et avec le temps, avec les typologies d'études qui sont proposées, et quand je parle d'études, c'est les écoles de commerce, on se retrouve avec un métier qui a été totalement dévoyé, très peu valorisé, si ce n'est de coller aux commerciaux l'étiquette du ou de la personne qui a strictement envie de se faire du pognon et qui serait prêt à vendre père et mère pour remplir son portefeuille. Donc ce matin, je ne peux jamais m'empêcher de faire ça. Je suis désolé, mais je ne vous donnerai pas une méthode, la méthode qui marche pour tous les business, parce qu'elle n'existe pas. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à mon sens, le métier du commercial, c'est un métier pivot. Et c'est un métier qu'on a tendance à sous-estimer, je l'ai déjà dit, mais à sous-doter. Quand on parle de sous-doter, il n'y a qu'à voir les investissements qui sont faits dans les entreprises. On donne beaucoup d'argent à la fonction marketing. On lui donne des outils. On met plein de gens. Et côté commerce, finalement, on paye une ligne de téléphone. Et en se disant, le commercial, allez, au pire, on va lui filer une bagnole si on pense que c'est bien qu'il aille faire ses rendez-vous en physique. Mais après, c'est tout. C'est un espèce d'électron libre. Alors que, comme j'essaye de le représenter là, qu'on soit une boîte mature ou qu'on soit une boîte récente, vous en avez eu quelques exemples tout à l'heure avec des entrepreneurs qui vous expliquaient les business qui montaient et le fait d'aller chercher si le produit c'est le bon, si le marché c'est le bon, si les deux vont se rencontrer un jour. En fait, on a tendance à dire que c'est le patron de la boîte qui va essayer de voir si le marché et la solution qu'on propose sont en adéquation et donc on va réussir à faire du business. Sauf qu'en fait, non, c'est les commerciaux qui sont au milieu de ce truc. Parce que c'est les commerciaux qui sont sur le terrain. Les commerciaux, ils ne voient pas des stats. Les commerciaux, ils voient les retours qu'il y a derrière. Il y a deux typologies de commerce selon la maturité des boîtes. Il y a du commerce où tout le monde a compris quel était le besoin qu'ils avaient et c'est un espèce de truc totalement générique. J'ai besoin d'un téléphone, vous leur filez un téléphone, ils choisissent, vous êtes bien placé, il y a de la concurrence, il n'y a pas de concurrence, il y a le prix, vous arrivez à séduire sur la vente, nickel. La majeure partie des thématiques qui sont traitées à la brasserie et des typologies de structures qu'il y a ici et de celles que moi j'accompagne, c'est des structures dans lesquelles les offres, elles ont été imaginées par quelqu'un à un moment donné et on est toujours en constant questionnement pour savoir si à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Ah oui, ça répond à un truc chez moi ». Ce que je veux dire, c'est que le talent du commercial, c'est pas uniquement de faire dire oui, c'est de commencer à faire comprendre que le besoin, il l'a, et après, faire comprendre qu'on est capable de résoudre cette problématique. On a une vraie compétence à réussir à trouver à ce niveau-là et qui n'est pas simple. Alors, quand on parle de compétences, c'est pas que de la compétence. Pour réussir à restreindre les sujets de ce matin, parce que sinon je peux parler pendant 3 mois sur le sujet, j'ai essayé de me restreindre à 3 trucs. Le volet compétences, évidemment,
le volet méthode et le volet organisation. Pourquoi? Parce que je pense que ce sont les éléments qui sont finalement les piliers et qui structurent ce que va devenir une société. Vous voyez souvent des gens quand ils organisent leur boîte qui se disent « oh bah tiens, je vais mettre un département machin, un département truc, et on va travailler comme ça, et dans ce département, on va se structurer de cette manière ». Dites-vous que dans 75% des cas, c'est des gens qui copient ce que les autres font, sans se poser la question de si c'était la bonne méthode ou pas la bonne méthode. Ce qui arrive à des aberrations complètes. Aberrations complètes. Je vais essayer de passer derrière ces trucs-là pour... Un deuxième truc, c'est qu'on a tendance à penser que pour réussir à avoir un commerce efficace, il y a besoin de se poser, de prendre le temps, de réfléchir. Et en fait, non, pas tant que ça. On peut faire des trucs très rapidement avec des impacts énormes. Et on peut s'éviter des emmerdes, principalement. Ah, c'est enregistré le mot emmerde, ça passe? Ouais, ok. Je vais passer 3 sujets aujourd'hui qui vraiment sont pour moi le pilier. Le premier, ça sera la relation entre 2 fonctions qui sont essentielles, la partie market et la partie commerce. Selon les structures, on se retrouve avec des gens qui bossent ensemble, des fois qui ne bossent pas ensemble, qui partagent certains éléments, mais à mon avis, ils ne partagent pas les bons. Et on se retrouve avec un market qui est assez souvent mis en dehors du commerce et un commerce qui est souvent mis en dehors du market. Sauf qu'en fait, faire rencontrer une offre et un besoin, finalement, c'est les 2 fonctions qui sont capables de faire ça. Donc c'est vraiment le premier sujet que je vais tenter d'aborder. Le deuxième, c'est juste que je détecte ce sujet-là partout. C'est-à-dire qu'on fait des choix par défaut, on fait des choix en s'inspirant des autres, mais au final, ces choix-là, ils tuent le business. Ils le tuent, ils le ralentissent, je vous prendrai quelques exemples, et ils amènent à des décisions qui sont catastrophiques. Je vous prends un cas, et je ne vais pas détailler la totale, je vous prends un cas. J'ai bossé pour un assureur qui à un moment pensait que ses produits n'étaient pas intéressants sur un segment de marché. Pourquoi? Parce que son taux de transformation entre l'échange téléphonique de ses commerciaux avec les gens qui voulaient assurer leur bagnole et la capacité à signer le devis était super faible. Et donc il en est arrivé à cette conclusion, ce que je propose sur le marché est mal positionné. Alors est-ce que c'est le prix, est-ce que c'est le contenu? Toutes les discussions ont tourné autour de ça. Le sujet, c'était pas celui-là. Le sujet, il était purement organisationnel, c'est-à-dire qu'en fait, les commerciaux, après avoir eu au téléphone la personne qui voulait assurer sa bagnole, il n'y avait plus personne qui les appelait. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun commercial qui conservait le lien avec le client qu'il y avait derrière. Alors que tous les concurrents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils envoyaient un devis, 2-3 jours après, ils rappelaient. Et ils avaient des outils à disposition pour être en capacité de savoir quand est-ce qu'il fallait rappeler. Et donc finalement, la première boîte, elle se retrouvait à se poser des questions qui étaient vraiment nulles et non avenues, juste parce que l'organisation qui avait été mise en place, elle biaisait complètement les conclusions. Je reviendrai sur d'autres et je vous donnerai des exemples concrets et des choses à vraiment éviter. Le troisième, oui, les commerciaux sont souvent affublés d'un espèce de qualificatif d'être des feignants, de ne pas bosser la totalité de la journée. C'est pas faux, mais je pense que le principal truc, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. On ne comprend pas ce qu'ils font, les moyens qu'on leur donne ne sont pas forcément les bons. On ne les pilote pas, à mon avis, de la bonne manière, et plutôt on les manage de manière totalement déresponsabilisante. Est-ce que ça va devenir une tendance de les manager un peu différemment? Dans les grosses boîtes, je doute. Dans les petites, on aurait tout intérêt, vu les problèmes de recrutement qu'il peut y avoir sur les commerciaux, à changer de manière de faire. Les commerciaux sont souvent, et je parlerai dans le détail du sujet, sont souvent vus comme des gens qu'on peut utiliser pour passer des coups de fil, et on va compter le nombre de coups de fil qui passent, qui sont utilisés, on remonte un peu d'un cran en disant « Ah, il faut que tu fasses 20 rendez-vous par mois ».
Et on va compter s'ils font les 20 rendez-vous par mois, que ce soit des bons, des mauvais rendez-vous, qu'on leur ait filé des espèces de patates chaudes ou autres, on s'en fout un peu. Qu'on les pousse à vendre des trucs qui tiennent pas la route, bon, c'est pas le débat. En même temps, notre métier, c'est de vendre un truc à un instant T, qui existe à l'instant T, et de réussir à trouver du pognon pour faire vivre la boîte. Donc c'est aussi d'être un peu sur cette espèce de grand écart. Mais il faut que toute la structure, elle en soit consciente, de manière à ce que le commercial il puisse faire son boulot de manière transparente, et surtout qu'on le pilote par rapport à ça et qu'on le manage par rapport à ça. Toute cette partie du commercial pilier dans les structures, en fait, on le sait, c'est les gens qui sont le plus près du terrain. C'est ceux qui savent si les gens ils sont prêts à payer, c'est ceux qui savent ce qu'on leur dit pendant les discussions. Tu veux vraiment prendre une photo de ce slide, en fait. Ok. Et pour autant, quand on tord l'organisation et que l'organisation, et donc le sujet d'avant, leur met des bâtons dans les roues ou les met dans des situations inconfortables, les remontées terrain, elles n'arrivent plus. Et donc finalement, on a une entreprise qui se désolidarise complètement et qui est complètement biaisée dans son appréciation de ce qu'elle devrait faire. Vous me direz, est-ce que c'est ce que j'ai dans la tête? Et je pense que ça serait bien, donc une espèce de philosophie, ou est-ce que c'est la réalité? C'est la réalité. Moi, j'accompagne une vingtaine de boîtes au quotidien sur ces thématiques-là, dans un objectif, pas que les commerciaux soient pas feignants, pas que les organisations soient mieux structurées ou pas, avec un seul objectif en tête, c'est que les boîtes, elles sachent si ce qu'elles proposent est adapté et combien elles vont pouvoir se faire de pognon avec. Et donc combien les gens sont prêts à payer. Mon métier, c'est celui-là, et après de faire que le reste, eh ben, ça passe. Et ce soit vraiment plutôt des leviers pour réussir à aller plus loin, réussir à faire avancer plus vite, et pas un espèce de truc qui va complètement biaiser bloquer le développement des structures. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai mis la tête d'un de mes associés sur cette première partie, sur le lien entre marketing et commerce. Vous allez vite comprendre pourquoi. Lui a déjà fait une conf ici sur le sujet de la génération de prospects, et donc toute la mécanique que lui met en place pour réussir à générer de l'intérêt pour une solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une boîte qui lui dit voilà, je veux trouver des nouveaux clients. Lui se débrouille pour réussir à faire ce qu'on va appeler chauffer un marché. Donc il va essayer de trouver qui peuvent être les personnes intéressées, quels sont les messages qui vont les faire réagir, de manière à ce que les gens s'y intéressent et que le commerce prenne le relais. On commence à voir l'imbrication entre les deux. On voit l'imbrication entre les deux et on commence à voir la raison pour laquelle je mets des gants de boxe sur ce slide-là. C'est que, en fait, quand lui génère de l'intérêt auprès d'une structure, il a tendance à parler de manière générale à des typologies de sociétés, à des typologies de personnes. Mais derrière, ce qu'il envoie au commercial, c'est un individu. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, la personne, ce n'est pas une boîte qui s'y est intéressée, c'est une personne qui s'intéresse. Et cette personne, le commercial, il va traiter le fait qu'elle a commencé à s'intéresser, et il va devoir transformer ça en euros le plus vite possible et le plus d'euros possible. Sauf que la vie fait, et vous vous en doutez bien, quand on essaye de vendre quelque chose à un directeur ou une directrice informatique d'une structure, on n'aura pas du tout les mêmes personnes dans deux structures à côté. Dans une organisation, on peut tomber sur quelqu'un de hyper empathique, hyper sympa, qui donne plein d'infos, qui a envie de discuter, et puis tomber dans l'organisation d'à côté avec la même taille, le même secteur d'activité, les mêmes paramètres, mais quelqu'un qui est mal luné, quelqu'un qui a envie de vous rentrer dedans, quelqu'un qui ne veut pas vous filer d'infos, qui a décidé qu'il allait prendre de l'info mais qui ne vous en donnerait pas. Et quand notre métier à nous, c'est de faire se rapprocher une offre avec un besoin, ça devient très compliqué. Et donc ces deux situations, en fait, elles sont totalement différentes. Mais lui, il a toujours l'impression de me balancer la même chose. Il me dit « Oh bah tiens, vas-y, je t'en ai trouvé un autre, il est intéressé, vas-y, traite, ça devrait aller. » Bah, ça devrait aller, oui et non. Notre métier, c'est de prendre ce relais-là et en fait de réussir à faire qu'au fur et à mesure,
lui aussi réussisse à prendre conscience de la différence qu'il peut y avoir dans le traitement derrière. Ça veut dire quoi? Ça a une première incidence, c'est que l'histoire, elle doit être cohérente. Le market aime bien mettre plein de choses, plein d'arguments en avant, de remonter généralement dans la valeur. C'est-à-dire que si vous mettez en place une offre qui permet de faire quelque chose de très simple, le market va toujours avoir tendance à essayer de le rattacher à des sujets qui sont en vogue. Et donc, quand vous allez récupérer les gens derrière, vous allez devoir les faire redescendre sur Terre et leur dire oui, effectivement, on est dans ce domaine-là, mais le vrai sujet qu'on traite, c'est cette partie ici. On a toujours une espèce de phase de déception qu'il faut qu'on traite quand le market remonte d'un cran. Le fait de se retrouver à discuter marketing et commerce sur chacune des offres, sur chacune des situations, permet qu'on ait quelque chose qui ne crée pas cette espèce de chute qu'on a à traiter nous derrière. Je l'ai mis dans ce sens-là, mais assez souvent, ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, on le verra aussi un peu après, les sociétés auxquelles on vend, notre métier, c'est de vendre des choses et que les gens soient capables de les mettre dans des briques, dans des cases, dans une mini-case à un endroit parce qu'ils ont déjà prévu de l'argent pour cette case-là. Et donc, il faut qu'ils réussissent à se mettre à cet endroit. Et de temps en temps, on a beaucoup de mal à leur expliquer que le petit truc qui leur a été poussé et qui leur paraît génial, en fait, il rentre dans un ensemble qui est beaucoup plus gros. Donc il faut qu'on réussisse à être au même niveau pour avoir quelque chose qui soit cohérent et qui soit efficace. Parce que qui dit créer de la déception, qui dit réussir à remonter d'un cran, en fait c'est du temps. Et les commerciaux, est-ce qu'ils sont feignants? Ils ont tout ce temps-là à passer. C'est-à-dire que c'est pas juste récupérer quelqu'un qui est intéressé, lui faire dire oui, non, et puis c'est terminé. L'approche qu'on a par rapport à ce truc-là, c'est de réussir à faire que les organisations commerciales, elles arrêtent de uniquement mettre en place le procédé commercial de son côté, en disant voilà, tu vas avoir quelqu'un, voilà ce qu'il faut que tu lui dises, voilà les étapes par lesquelles tu vas passer, toi commercialement. Ce qu'on met en place, c'est de remonter d'un cran. Remonter d'un cran, ça veut dire que on intègre le market dans ces choses-là en leur disant voilà, nous on va les amener comme ceci et ça serait bien que toi tu réussisses à prendre ta part et que tu nous les mettes dans les bonnes conditions pour que nous ça se passe bien. Donc cette coopération, elle est strictement nécessaire et elle a une efficacité redoutable. Les trois axes qu'on traite tout le temps, et quand vous voyez le détail dans lequel je rentre, c'est un vrai lien avec la deuxième partie sur les organisations qui tuent le business. C'est nous, quand on vend quelque chose, on a besoin de savoir qui est-ce qu'on a en face pour commencer à se mettre dans des cases, pour voir si on peut packager des choses, si on a des approches qui sont industrialisables et des choses qui sont répétables. C'est le dernier. Et puis, on a les deux premiers. Savoir ce que les gens sont prêts à acheter. Et on a un vrai lien avec le deuxième, c'est combien ils sont prêts à payer pour. Sur ces trois-là, généralement, on file ça au market, on file ça au commerce en leur disant voilà ce qu'il faut que vous poussiez. Quand on est proche du terrain et qu'on doit générer du chiffre d'affaires, en fait, il faut qu'on ait les leviers là-dessus, il faut qu'on ait des clés sur ces trois-là, et il faut qu'on réussisse à échanger de manière la plus itérative dessus pour faire bouger la structure. Quelque chose qui est figé sur les offres ne permettra pas de bouger dans le temps. Quelqu'un qui se positionne à un endroit donné avec une offre donnée va se casser la gueule au bout d'un moment. Ça va fonctionner quelque temps, s'il a de la chance, et puis ça va se casser la gueule parce qu'il faut réussir à rester au contact. Donc les trois axes que nous on positionne comme discussion obligatoire entre le market et le commerce, c'est d'une part ces trois sujets et la possibilité pour chacun de rentrer dans le détail de ces éléments et d'en comprendre la portée et d'en comprendre l'intérêt pour la structure. Quand je dis que l'histoire doit être cohérente, elle doit être cohérente sur ces trois volets, sur la promesse, sur la valeur et sur la prise en charge. Sur la prise en charge, on est bien dans comment le prospect va être embarqué dans la foulée.
Si on lui vend monts et merveilles avec des jolies plaquettes et que derrière il se retrouve avec quelqu'un qui lui fait une pauvre démo ou qui lui tient un discours qui est pas du tout de la même qualité que ce qui lui avait été poussé, on a un vrai décalage. Et donc il faut qu'on réussisse à traiter cette partie-là. Et il faut qu'on réussisse à traiter une deuxième chose. On entend partout parler de persona. Quand les gens parlent de persona, ils en parlent au sens marketing du terme. Il y a peu de boîtes qui, après, tracent la chose sur le volet persona d'achat. Je connais très peu de business pour lesquels les gens qui ont été chassés pour générer de l'intérêt sur une offre sont ceux qui vont décider et prendre et être l'interlocuteur du commercial dans la foulée. Ça veut dire qu'on a une vraie séparation à un moment donné et qu'il faut réussir à la traiter et qu'il faut réussir à en avoir conscience pour aller plus vite. Parce que si on doit se retrouver en tant que commerciaux de dire « Ah bah c'est gentil, tu m'as ouvert les portes de cette structure-là », il s'avère qu'en fait je suis passé par 5 étapes pour tomber sur la bonne personne. Et moi, celle qui a réussi à faire basculer la décision, c'est celle-là. Potentiellement, ce chemin, il faudra le faire tout le temps, ou potentiellement le market peut nous aider à aller un peu plus près de cette cible-là et nous aider à gagner du temps. Parce que sinon, on devient un espèce de truc où il faut qu'on feuillette les annuaires des orgas pour réussir à trouver la personne qui va nous correspondre, ou alors de tirer les verres du nez d'une personne qui potentiellement ne voudra pas nous donner le nom de l'interlocuteur. Il y a une chose qui fonctionne sur cette thématique, c'est dans les organisations d'intégrer le market aux réunions commerciales. Le commerce fait souvent ses points de son côté, le market de son côté. Intégrer le market aux réunions commerciales, c'est le meilleur moment pour réussir à récupérer des infos et pour réussir à adapter tout ça et faire que que le tout devienne cohérent et efficace. Mis en place à plein d'endroits, ça fonctionne bien. On a toujours l'espèce de truc, le market a l'impression de perdre son temps parce qu'ils entendent parler des affaires en cours, etc. Quand ils commencent à voir que ça porte des fruits et qu'ils peuvent eux-mêmes intégrer des éléments dedans, il faut qu'ils aient une part active à ces réus. Comment je peux vous aider? Comment on peut faire pour que ça aille plus vite? Comment on peut faire pour vous passer la balle au bon moment dans des meilleures conditions? Et on se retrouve non plus avec un market et un commerce qui sont silotés, mais on se retrouve avec un réel binôme entre les deux et qui est juste très efficace. J'entendais parler tout à l'heure un des entrepreneurs qui disait on a tendance à avoir les échecs, on a tendance à pleurer quand on a un échec, mais on n'a pas tendance à être heureux quand il y a une bonne nouvelle. On a exactement pareil dans le silotage entre le market et le commerce. C'est-à-dire que le commerce va faire son chiffre d'affaires de son côté, les autres vont faire leur boulot de l'autre. Nous, il y a un espèce de truc qu'on ne comprend pas, c'est que le lien et la métaphore avec le foot est juste, même si j'aime pas le foot, mais en fait, on est vraiment dans une thématique où le market, ils sont là pour nous faire des passes décisives. C'est-à-dire que les commerciaux, on récupère des gens qu'on va pouvoir signer le plus vite possible et qui sont dans les bonnes conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'ils aient en tête qu'il faut nous faire la passe au bon moment et pas 6 mois après avoir chauffé un prospect en disant j'ai été chauffé tout cela, tiens, tu pourrais les appeler, ça pourrait être cool. Et de tous les traiter de la même manière. Il y a très très peu de qualifs faits en amont, si ce n'est de se dire tiens, j'en ai un qui est pris rendez-vous, vas-y, fais-le. Tout le reste en termes de détection de signaux d'intérêt et passe complètement à la trappe. Et on dit il n'y a pas assez de business, allez-y les commerciaux, prenez votre téléphone et vous allez bien réussir à en secouer quelques-uns. On passe souvent à côté de pas mal de choses parce que cette passe, elle n'est pas faite au bon moment. Un deuxième truc, on a rarement des remerciements de la part des commerciaux à destination du market. Ça paraît logique pour les commerciaux de se retrouver avec des trucs qui arrivent, avec du taf qui a été fait avant. Pour autant, c'est un espèce de truc collectif et ce qu'on met en place, nous, dans les boîtes, et de temps en temps, on bosse pour des boîtes auxquelles on fait des passes ou qui nous font des passes, l'obligation de remercier et de faire un topo à ceux qui sont derrière ou qui étaient juste avant.
Est-ce que les commerciaux sont prêts à le faire ou est-ce qu'ils sont totalement égoïstes et trop feignants pour balancer ces infos-là? Non. En fait, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de créer l'énergie qu'il y a autour d'eux, et donc ça va très très vite. Une fois qu'ils ont compris l'intérêt, ça va très très vite. Deuxième partie, se faire confiance. La dernière partie, pardon, se faire confiance. Je pense qu'il y a une bonne partie des organisations dans lesquelles les commerciaux font la gueule quand il y a des leads qui arrivent. Parce que c'est pas les bonnes personnes, ils n'étaient pas au bon endroit, tu les as pas chauffés de la bonne manière, je me retrouve avec une patate chaude. Et inversement, on leur fait chauffer et on génère de l'intérêt, mais derrière ils traitent ça pas de la bonne manière. Les structures, elles meurent de ce fonctionnement-là, et donc on a aussi l'obligation de réussir à faire que les gens se fassent confiance dans chacune de leurs parties. Vous imaginez pas à quel point la réactivité dans les structures est une catastrophe. Je m'explique. Sur un de mes clients, 30% des activités qui sont prévues ne sont pas faites à temps. Ça veut dire, vous avez besoin de quelque chose, vous appelez une boîte et vous dites « ouais, j'aurais besoin de ça ». Elle vous dit « ouais, je vais revenir vers toi ». Dans 30% des cas, l'action qui suit est faite en retard. Est-ce que vous avez envie de signer avec cette boîte-là? Non. Est-ce que c'est de la procrastination? Est-ce que c'est un manque d'engouement? Est-ce que... aucune idée. Je pense que c'est totalement individuel, mais il y a une certitude, c'est que ça tue le business. Cet état de fait sur les 30% d'activité en retard, il est catastrophique. Il y a quelqu'un qui vous dit passez-moi une propale, votre truc m'intéresse, vous le lui envoyez une semaine ou 2 jours après, vous ne respectez pas vos engagements, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse confiance et qu'il signe avec vous? Moi, je serais parti en courant déjà. Pourquoi on a ce truc-là? Principalement parce que les commerciaux ont les outils d'une manière catastrophique. On leur met des CRM en place qui sont tournés aller savoir vers quoi, mais surtout pas vers de l'efficacité. Combien de boîtes ont dans leur CRM des outils pour gérer leurs activités et centrer sur les activités? Très peu. Vous avez à peu près 80% des boîtes qui vont se retrouver à gérer leurs actions, leurs commerciaux gèrent leurs actions à côté dans un fichier Excel. Allez savoir pourquoi. En termes d'efficacité, c'est catastrophique. Une des raisons pour lesquelles les commerciaux font ça, c'est parce qu'ils essayent de ne pas oublier les choses. Mais avec les outils qu'on a de nos jours pour réussir à nous séquencer tout ça, probablement réussir à automatiser des parties, réussir à gagner du temps, le fait de ne pas avoir de traçabilité, on ne sait pas comment les aider. Mais en même temps, on ne met pas le doigt dedans. Et c'est en grande partie une des raisons pour lesquelles on pense que les commerciaux sont des grosses feignasses. Parce qu'on n'arrive pas à se faire une idée de ce que réellement ils ont à faire. On a la nécessité d'avoir cette réactivité et de tenir ses engagements, c'est certain. Et on a de plus en plus d'outils qui permettent de le faire. Quand le market passe un futur client à un commercial, par défaut, il lui envoie son nom, son prénom, son adresse mail et son numéro de téléphone. Super, ça aide. C'est déjà un bon début pour le contacter. Par contre, en termes de contexte, généralement que dalle. Si on veut mettre un commercial dans la bonne situation et qu'il n'ait pas de temps à perdre, il ne faut pas qu'il se retape à aller chercher de l'info. Il ne faut pas qu'il se retape à savoir qui est cette personne-là, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui lui a déjà été envoyé, poussé, à quoi elle a réagi. Si on bosse en équipe, c'est juste qu'on a découpé les activités et vous en avez une excellente traduction. C'est que dans pas mal de structures, vous avez un marketing qui s'occupe d'aller chasser et vous allez vous retrouver avec des commerciaux qui chassent de leur côté. Pourquoi ils chassent de leur côté? Parce qu'au moins, ils se tapent la recherche du contexte, ils tombent sur des gens qu'ils aimeraient bien aller attraper. Et puis toute cette partie d'activité, elle est complètement mise sous le tapis, sauf qu'en fait, en termes d'analyse pour la boîte, elle est juste essentielle. Ça se détecte très très vite.
ça se détecte dans les organisations. C'est juste, en fait, quand on voit qu'il y a des commerciaux qui commencent à chasser de leur côté, il faut mettre le haut là tout de suite et essayer de comprendre pourquoi. Et une fois qu'on a détecté le pourquoi, il faut se remettre dans l'organisation qui va bien pour remettre tout le monde à sa place. Un commercial, il n'est pas là pour aller chasser, ou alors c'est un commercial de chasse. Mais un commercial en lui-même, il est là pour transformer. On lui passe des patates et c'est lui qui les transforme. Ce que le dernier point là-dessus, qui est juste assez incroyable, en termes d'expérience côté client, le nombre de rendez-vous qui se retrouvent pris en charge par un commercial qui attaque par ce truc-là en disant bah, je prends le relais, c'est moi qui vais vous occuper de vous, expliquez-moi tout. Alors que potentiellement la personne elle a déjà tout lâché et on recommence. Et donc le prospect derrière, il se retrouve à repartir en arrière et à recommencer. Je vous parlais en intro de l'histoire. L'histoire, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il y a un seul commercial qui doit gérer la totalité du cycle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le commercial qui doit gérer la totale, mais de l'autre côté, le client, il doit se retrouver avec une expérience d'un bout à l'autre qui tient la route et qui est explicite et qui est compréhensible. Parce que sinon, il ne comprend pas. On met clairement les gens qu'on se fatigue à aller chercher, on les met dans une situation qui ne favorise pas le fait de réussir à closer derrière. Faire bosser le market et le commerce, les aligner, les impliquer un peu plus sur le terrain et sur l'opérationnel, c'est clairement l'enjeu du moment. Et je disais tout à l'heure, il y a des boîtes qui sont à des maturités totalement différentes. Je pense que sur ce premier thème, on a à peu près tout le monde qui est à la rue, avec cette espèce de brèche en plein milieu, qui est en plus visible de l'autre côté. Ça ne serait pas visible côté client, ça ne serait pas catastrophique, mais le problème, c'est que ça l'est. Deuxième volet, clairement des organisations qui tuent le business. Alors, vous allez peut-être me trouver hyper négatif, mais ça ne veut pas dire que toutes les orgas sont comme ça, ça ne veut pas dire que dans toutes les orgas, il faut tout jeter. Mais il y a des trucs de base qui sont catastrophiques. Si on prend la philosophie du truc, vous êtes dans une boîte, il y a un prospect qui prend le temps de décrocher son téléphone pour appeler. J'ai pas le pourcentage, mais très honnêtement, on doit approcher les 95% où il tombe sur quelqu'un dont le métier n'est pas de vendre ce que propose la boîte. On fait de temps en temps, dans des structures, on commence à splitter, c'est-à-dire qu'il y a un numéro de téléphone pour certains trucs, il y a un numéro de téléphone pour les appels pour les appels commerciaux. Et bah, qu'est-ce qu'on va faire ? Première réaction, on se dit, comme on ne sait pas quand est-ce que ça va sonner, comme on ne sait pas ce qui va arriver, on va demander à quelqu'un de faire le filtre, quoi. Et cette personne qu'on va mettre pour faire le filtre, surtout, on va y mettre, généralement, un alternant, quelqu'un qui vient d'arriver, un junior, ce qui est juste catastrophique fondamentalement. Vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est intéressé par ce que vous proposez, la personne que vous lui mettez le premier, mais vraiment sur le premier contact, vous lui mettez quelqu'un qui connaît le moins la boîte, le moins la structuration de la boîte, et donc il va être le moins en capacité de l'aiguiller. J'ai expérimenté un truc dans pas mal de boîtes où, en fait, on fait tourner les commerciaux les plus expérimentés pour faire standardiste. Je l'ai souvent présenté de cette manière-là, histoire de choquer un peu, mais qu'on se retrouve avec quelqu'un qui prend le coup de fil, qui est capable tout de suite d'aiguiller et qui montre le vrai visage de la boutique. Et pas, désolé, en fait, j'en sais rien. Non, je ne sais même pas de qui vous me parlez. Non, je ne sais pas. Ah, vous avez déjà appelé. J'avais mis en place cette partie-là et évidemment, les commerciaux expérimentés, ils ont du taf, ils ne peuvent pas répondre à la totalité des appels. Il y a un truc qui fonctionne, c'est de les faire tourner. Et donc de les mettre derrière ce téléphone-là et cette ligne-là, et que ce soit eux qui décrochent. C'est juste logique, en fait. Mettre les meilleures compétences à l'endroit où il y a le truc qui est le plus quali, c'est juste de la logique pure. Et ça demande quasiment rien à faire. Le deuxième qui me choque,
Quand on explique à des commerciaux qui vont rentrer sur le marché du travail, la plupart du temps, on essaye de les attirer en leur disant « Ouah, tu deviendras commercial, mais alors au début, tu vas essayer de chasser de ton côté, ça te rôdera, etc. Et puis, le mieux, on va te filer une base bien pourrie, dont on a enlevé tous les contacts qui étaient un peu avancés, et puis tu vas passer des coups de fil et tu vas essayer de nous générer, le Graal, un rendez-vous. » Super. L'alternant qui fait des appels à froid, ça n'a aucun sens. Faire des appels à froid, c'est appeler quelqu'un pour lui présenter ce qu'on propose, sachant que cette personne-là n'a aucun contexte, ne connaît pas la boîte que vous représentez, ne connaît pas les produits que vous représentez. Donc c'est un espèce d'appel au pif, en se disant, avec un peu de chance, si je suis bon, j'arriverai à le faire embrayer sur quelque chose. Les appels sortants à froid, ça marche. Les appels sortants à froid avec un alternant qui prend le sujet, ça ne marche pas. C'est juste du hasard. Ce qui est juste, en plus, illogique, quand vous le regardez, et c'est un peu ce que j'ai essayé d'exprimer là, le premier contact, de la même manière que quand on décroche le téléphone, c'est l'image de la boîte. Si vous envoyez des gens qui viennent d'arriver dans votre structure, passer des coups de fil pour essayer de transformer, c'est du temps perdu en fait. Alors d'une part, c'est du temps perdu, et comptez sur le fait que vous n'allez pas conserver vos collaborateurs longtemps. Deux possibilités par rapport à ça. Faire chauffer avant d'appeler, évidemment, c'est-à-dire ne pas balancer des espèces d'appels à froid sur des gens qui sont moins expérimentés, donc plutôt aller les faire chauffer, donc leur passer des leads qui tiennent la route. Deuxième partie, de mettre en avant cette espèce de métier qui est un métier juste incroyable, que de réussir à transformer un appel à froid en rendez-vous et de réussir à recruter des gens qui sont faits pour, que généralement on décide de payer au lance-pierre, mais qui en fait nécessitent un talent de dingue. Il y a quelques structures qui mettent en place des expérimentés sur cette activité-là, et ça marche. Et évidemment, ça marche. Et c'est comme le reste, en fait, c'est juste logique. Ce que je dis depuis tout à l'heure et ce qui va continuer, c'est qu'en fait, la logique, elle est rarement prise en compte dans la manière dont on structure nos orgas commerciaux et dont on met les gens à des places. Et on a juste à se poser 2 secondes et à se dire, est-ce que c'est logique? Et ça reprend une deuxième chose, c'est comme il y en a d'autres qui le font, je vais faire pareil. Je supporte plus la terminologie que vous pouvez entendre quand il y a des confs sur les tendances du marché B2B, de mise en place d'une cellule de SDR, de BDR. Il faut arrêter. On ne met pas les personnes au bon endroit, on a juste envie de se structurer et de se faire plaisir. On a l'impression de maîtriser la chose parce qu'on met des mots derrière. La plupart du temps, on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais ça nous rassure, sauf qu'en fait, ce n'est pas logique. La plupart des orgas, il faut qu'on les construise avec ce qu'on a. Et les construire avec ce qu'on a, c'est les construire à notre image, c'est les construire avec les compétences qu'on a, et donc les faire à notre propre sauce. Et juste mettre de la logique en place, en fait. Le troisième qui me catastrophe, quand vous démarrez le métier de commercial, pour essayer d'éviter des embêtements, on va mettre en place du scripting. Le scripting, c'est la capacité pour un commercial de réussir à qualifier le prospect qu'on a en face de nous. Ça veut dire le faire rentrer dans des cases. C'est des cases qui ont été préformatées par les organisations. Et pour réussir à savoir, alors les objectifs sont louables, c'est de se dire je vais qualifier la personne avec laquelle je suis en train de parler pour voir si je peux aller plus loin, pour voir si ça a un intérêt que j'y passe du temps. Et au final, on se retrouve avec une espèce d'interrogatoire pour réussir à mettre les gens dans des segments, pour réussir à mettre les gens dans des cases, pour réussir à savoir s'ils ont le budget, s'ils ne l'ont pas. Imaginez-vous l'écart et le grand écart dans l'esprit de la personne qui est de l'autre côté, qui se retrouve et
Alors ça, c'est pas du fake, hein. Le nombre de scripts de qualif qui commencent par quels sont vos enjeux pour l'année prochaine, où le mec en face vous dit mais pourquoi tu veux que je te parle de ça en fait, ça n'a aucun sens, et qui essaye de répondre à la question. Qui c'est qui décide chez vous? Allez, tant qu'à faire, vas-y, on va commencer par ces sujets-là, histoire de voir, sachant que ça, c'est uniquement pour savoir si on commence à taper dans la cible. Et est-ce qu'on va pouvoir faire du pognon? Ça, c'est pour savoir si je suis en train de parler à la bonne personne, avec un truc dans la tête de l'interlocuteur. Imaginez-vous, on vous demande est-ce que c'est vous qui décidez? Vous répondez oui ou vous répondez non. Dans les deux cas, c'est catastrophique. Vous répondez oui, le mec en face, il va se dire « Oh putain, super !» Mais en fait, vous allez vous bloquer et plus donner d'infos parce que vous êtes en position de décision. Deuxième partie, vous répondez non, c'est hyper dévalorisant. Et le gars, il s'attend à ce que vous lui disiez « Allez-y, passez-moi la bonne personne parce que je suis en train de perdre mon temps. » quoi. Donc, tous ces scripts, et alors, quel est votre budget est juste catastrophique, mais il est pas mal aussi. En fait, tous ces scripts de qualif, c'est des gens qui se sont dit on va essayer d'automatiser la chose, on va essayer de structurer la chose pour que tout le monde fasse pareil et qu'on arrive aux conclusions. S'il est dans ce segment-là, ça part là-bas. S'il est dans ce segment-là, il part là-bas. Vous avez le plus gros éditeur de logiciels américain, Salesforce, pour ne pas les citer. Quand vous avez une première personne au téléphone, elle vous pose ces questions-là. Et après, en fonction de ça, elle va vous envoyer vers un autre. Et puis après, vous allez vous en prendre un autre. Essayez de poser une question sur comment fonctionne un des modules. À ces personnes-là, c'est catastrophique. En fait, ils ne vous répondront pas. Parce qu'ils n'en savent rien, en fait. Leur boulot, c'est uniquement de faire de la qualif. Qui, commercialement, a envie de faire vivre à ses futurs clients une expérience qui est comme celle-là? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qualifier, mais qu'en fait, il faut juste être malin pour qualifier. La qualif, elle est faite par des gens qui font rarement de la qualif, à mon sens. Réussir à savoir dans quelle enveloppe budgétaire les gens se situent, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de poser la question. Il suffit de commencer à montrer des refs, et ces refs-là, de mettre un budget en dessous pour donner une petite idée et d'essayer de voir vers quoi les gens s'orientent. En fait, est-ce que c'est eux qui décident, pas qui décident? En fait, il y a plein de moyens en étant malin pour réussir à récupérer les infos sans se mettre mal avec la personne qui est en face et la mettre mal. Je pense qu'on a tous reçu, on s'est tous retrouvés en situation avec des espèces de scripts de qualif en face, vous n'avez pas envie d'aller plus loin. C'est juste une catastrophe. Et quand on n'a pas envie de le vivre, c'est que généralement, les autres non plus. Alors, oui, il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit. On fait faire les qualifs généralement aux gens qui sont les moins expérimentés parce que c'est complètement con comme job en fait. Tu lui poses des questions, le gars il va tu vas cocher les cases, c'est un peu un sondage quoi. Donc il n'y a besoin d'aucun talent pour le faire. Mais en fait la vraie source d'information pour réussir à faire le commerce, elle n'est pas là. On réussit à la décrypter au fur et à mesure de cet échange. Et on met donc généralement les gens les moins expérimentés au démarrage, comme pour le téléphone, allez, pouf, et on met après les expérimentés, parce qu'on se dit, comme ça, il ne prendra pas tous ceux qui sont pas les bons, tous ceux qui n'ont pas le pognon, tous ceux qui blop, et donc il ne perdra pas de temps. Sauf qu'en fait, en inversant la chose, deux constats. Il y a certaines boîtes qui ont totalement arrêté de prendre des gens qui n'étaient pas expérimentés pour les mettre devant. Parce qu'en fait, finalement, d'une pierre deux coups, l'expérimenté fait la qualif beaucoup plus vite et il réussit à embrayer tout de suite. Donc, ça réduit les délais, ça réduit les cycles de décision. Deuxième effet, de mettre des expérimentés en avant, ça permet de bien préparer le terrain et de potentiellement passer la balle à des gens qui sont moins expérimentés et donc leur faire un terrain d'apprentissage. Et donc c'est le senior expérimenté qui prépare bien le terrain, qui vend bien la sauce, qui fait briller les yeux, qui explique comment ça va se passer, ploup, et qui derrière passe la balle à son collègue qui est moins expérimenté et qui va pouvoir signer ses premiers deals, etc. Est-ce que les commerciaux sont purement égoïstes et tellement feignants qu'ils n'ont pas envie de bosser ensemble? Non. Généralement, prendre sous son aile, aider des jeunes à progresser sur ces sujets-là, c'est juste hyper intéressant pour les commerciaux et la plupart ont envie de le faire. En fait,
ça paraît encore une fois pas logique, mais généralement, dans la plupart des boîtes, on le met dans ce sens-là. Parce qu'on se dit, la première étape, sans valeur ajoutée, bah, j'y mets les salaires qui sont les moins élevés. Et puis après, je mets les salaires les plus élevés sur les trucs à plus grosse valeur ajoutée. Sauf qu'en fait, au final, c'est plutôt catastrophique en termes de conséquences. J'ai enlevé les commerciaux sont-ils tous feignants? Et comment les faire travailler? On a un vrai... Donc j'accélère. On a un vrai truc, c'est est-ce que les commerciaux bossent? Oui, ils bossent. Pas forcément aux mêmes heures, pas forcément avec la même énergie tout le temps. Le métier de commercial est une catastrophe pour un truc. Tout à l'heure, il parlait d'échecs et de succès dans l'entrepreneuriat. Le commerce, c'est ça. Généralement, les bonnes nouvelles, elles s'enchaînent, les mauvaises nouvelles, elles s'enchaînent. Et donc finalement, notre métier, c'est un espèce d'ascenseur émotionnel où tout va bien, c'est l'euphorie, on va plus s'arrêter. Et puis 2 semaines plus tard, c'est la catastrophe, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Est-ce qu'il y en a qui ont tout le temps des bonnes nouvelles et d'autres que des mauvaises? Non. On a tous ces espèces de pics. Et en fait, ces pics sont en plus totalement liés et il faut les superposer avec des pics d'activité. Un commercial va se retrouver avec des charges de boulot monstrueuses par moment et des charges un peu plus faibles par moment. Et quand on mélange les deux, c'est un vrai ascenseur. Ce vrai ascenseur, il faut qu'on le soutienne. On a plusieurs moyens de le soutenir. C'est d'être derrière les commerciaux pour le détecter, ça c'est certain. Deuxième partie, sur cet exemple-là, moi j'ai dans une boîte précédente, quand je voyais que des commerciaux commençaient à partir sur un cycle avec une première mauvaise nouvelle et une deuxième dans la foulée, plutôt tendance à leur mettre un dossier que je savais qui allait se signer, un dossier à moi dans les pattes, histoire d'essayer de rompre cette espèce de cycle. Parce qu'on a besoin d'être le plus positif et optimiste possible, ça se sent de l'autre côté. Donc on a cette possibilité-là. Et la deuxième, on a une possibilité organisationnelle. C'est toute cette gestion d'activité, tous ces retards qu'il peut y avoir et toute cette planification. En fait, en n'outillant pas nos commerciaux et en leur donnant pas les moyens de réussir à avoir des sujets à court, moyen et long terme, on les met dans des spirales qui ne sont pas les bonnes. Côté commerce, plutôt tendance à essayer de toujours dispatcher l'activité commerciale sur plusieurs facettes. Et des facettes qui vraiment touchent le moyen terme et des facettes qui touchent le court terme, de manière à ce qu'ils soient toujours avec cette obligation de switcher entre les deux pour les garder dans le mood. Pourquoi il faut garder les gens dans le mood? C'est parce que quand vous êtes commercial et qu'on vous demande ce que vous faites, généralement, le début, ça a été structuré. Et puis, on a un espèce de truc derrière où, en fait, le processus de transformation, c'est un vrai trou noir. Et une bonne partie de l'activité des commerciaux, c'est de prendre notre tel et de faire que téléphoner et d'essayer d'avoir les gens au téléphone, de ne pas les avoir. Sauf qu'en fait, la manière dont on a constitué les éléments préalables et l'histoire qu'on a voulu raconter va drastiquement diminuer le nombre de coups de téléphone qu'on va avoir à passer. Pourquoi? Parce que, en fait, on a tendance de la même manière à dire aux commerciaux qu'il faut qu'ils relancent pour obtenir une signature. Il y a juste à changer le modèle et se dire qu'on a déjà commencé à travailler avec ces clients-là et qu'on a déjà réussi à les engager, qu'on a déjà créé cette confiance où on a commencé à bâtir des choses ensemble et où ce coup de fil, il ne va pas être vécu de l'autre côté comme il va me faire chier encore une fois pour que je lui signe son devis ou que je lui donne une décision. Donc, ce processus de transfo, surtout ne pas répliquer ce qu'il existe chez les autres, vraiment construire votre propre histoire, parce que l'offre que vous allez pousser sur le terrain, en fait, elle va pouvoir être habillée et permettre d'habiller l'histoire pour que les gens ne soient pas avec cette espèce de papier qui doivent vous signer, qui pour vous est le Graal, mais soit déjà dans une autre dimension. Soit déjà dans une autre dimension par rapport à des dates, soit par rapport à des échéances, par rapport à des gens. En fait, on a la capacité commercialement, nous, à gérer le caractère d'urgence, mais que ce caractère d'urgence, ce soit pas allez, vas-y, signe-moi le truc, et puis après, on n'en parle plus, quoi. Les commerciaux sont pas feignants. Quand on regarde leur ligne téléphonique, c'est certain. Les commerciaux, par contre, ils ont un vrai sujet, et j'en parlais tout à l'heure.
Ras-le-bol d'être piloté au nombre de rendez-vous. Ras-le-bol d'être piloté au nombre d'affaires signées. En fait, il ne faut pas s'étonner que les commerciaux ne viennent pas vers ce métier-là quand ce qui les attend, en fait, c'est juste de cocher des cases. Ils ont une autre capacité que celle de uniquement passer des coups de fil où on leur demande de lire des scripts. Vous imaginez un peu. En plus, avec ce qui commence à arriver sur le plan techno, il faut juste s'imaginer que c'est un métier qui en sera plus un. Donc, si on veut commencer à avoir des commerciaux qu'on peut recruter et qui sont attirés par ce métier-là, clairement, il faut qu'on les amène un cran au-dessus. Et les amener un cran au-dessus, ça veut dire les faire bosser avec le market, les impliquer sur l'offre, les impliquer sur les retours terrain et de leur partager nos doutes et nos incertitudes et nos certitudes. Il y a des produits qui ne marchent pas, il y a des produits qui marchotent et qu'on leur demande d'aller pousser sur le terrain. Si on leur habille la mariée en leur disant bah, vas-y, pousse, tout roule et ça sera cool, à la première, deuxième, troisième baffe, bah, ils arrêtent un tout petit peu. Par contre, s'ils ont connaissance des emmerdes potentielles, et bah, ils seront vachement plus moteurs et ils essaieront de les anticiper. Arrêtons ce pilotage au nombre de rendez-vous et ce pilotage au nombre d'affaires signées. Remonter d'un cran, ça veut dire la capacité à les faire monter sur les enjeux de la boîte ou sur les enjeux d'un secteur ou sur les enjeux d'un segment ou sur les enjeux d'une offre en particulier, de manière à ce qu'ils apportent ce qu'ils peuvent détecter sur le terrain et qu'ils n'aient pas l'impression de faire juste la même chose tout le temps. Je continue à penser que il faut qu'on arrête de recruter des commerciaux avec les modèles de commission qui existent à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils sont des êtres égoïstes attirés par l'argent? Je recrute plein de commerciaux et très fréquemment. Quand on parle de commission et qu'on essaye de les impliquer et de les amener un cran au-dessus, il n'y a aucun problème pour ne pas être sur des modèles empiriques où on leur fait un espèce de fixe pas cher et un variable qui tombera si t'es bon. Et c'est normal, tu me dis que t'es bon, donc normalement tu vas bien gagner ta vie. On a tout à fait la possibilité de réussir pour créer de la synergie entre tout ça, d'avoir un modèle de commission dans les organisations qui implique tout le monde. Les commerciaux sont ouverts à de la commission partagée. Je m'explique, sur certaines équipes, ce qu'on met en place, nous, c'est de la totale commission partagée sur une partie, c'est-à-dire que s'il y a un deal qui est signé, il y a tous les commerciaux qui touchent. Et on garde toujours des éléments individuels en fonction des thématiques sur lesquelles on va. Mais on essaye de créer ce collectif. Les commerciaux qui sont dans leur ligne et qui traitent dans leur ligne, c'est généralement qu'on les a mis dans ces conditions-là. Si vous leur demandez de faire des rendez-vous individuels et d'avoir le bon nombre, de signer leurs propres affaires, et qu'en plus ils ont un modèle de commission totalement individuel, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils aient l'impression de faire partie de la structure. Tout mon propos depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a la stricte nécessité, on a des boîtes qui sont totalement sur des maturités totalement différentes sur le plan de l'organisation commerciale et des commerciaux. Mais on a un truc qui est certain, c'est que tous les acheteurs et les bénéficiaires qu'on essaye de toper pour commercer avec eux, en fait, ils sont sursollicités. On a beaucoup de mal à se mettre en avant, on a beaucoup de mal à se différencier. Et finalement, le truc qu'on peut réussir à faire, et le moment où on se différencie, c'est quand on a des contacts avec eux. Et ces contacts, ça passe par les commerciaux. J'ai tendance à penser qu'on a beaucoup parlé d'expérience client, mais d'expérience client, c'est-à-dire une fois qu'il a payé. On néglige encore trop souvent toute la partie en amont, et donc finalement l'expérience dès le premier contact. Et d'où tout ce que je pouvais dire depuis tout à l'heure. Et tout ça, ça nous biaise le business et ça nous met des bâtons dans les roues. Clairement, les commerciaux, ils sont un point central de l'édifice. Vous l'aurez compris. Je crois que c'est clair. Mais il faut qu'on leur donne les moyens et qu'on les mette dans les bonnes conditions pour le faire. Et avec ça, on arrivera d'une part à recruter les bons et à réellement décupler le business sans trop de soucis. Merci.